infections génitales hautes non compliquées et compliquées. La particularité de l'endométrite du postpartum, et Dieu sait qu'on a des cas, surtout lorsque la femme fait une fissuration ou une rupture prématurée des membranes. D'accord? Il y a l'antibioprophylaxie, la prévention et les conseils après IGH et on clôture avec la conclusion. Alors, il faut savoir que les infections génitales hautes sont des infections bactériennes de l'utérus. Donc, quand ça touche l'utérus, donc l'intérieur de la cavité utérine et donc la muqueuse, on parle d'endométrite. Et ou des trompes. Quand il y a une atteinte des trompes, on parle de salpingite. Ces infections génitales hautes, donc à point de départ, vous savez très bien que c'est très souvent des infections sexuellement transmissibles, des infections génitales basses qu'on n'a pas traitées. Et à l'occasion d'un événement ou d'une manœuvre, vous verrez par la suite, il se peut que ce germe, il y a une dissémination de l'infection génitale basse qui passe dans la cavité utérine pour aller évoluer vers une endométrite, vers une salpingite qui peut aller vers une pelvipéritonite, un abcès tubo-ovarien, donc des collections purulentes, et voire à l'extrême une septicémie. Donc, ces infections peuvent être graves et source de séquelles. Le retard thérapeutique lors d'une IGH est associé à une augmentation du risque de grossesse extra-utérine et d'infertilité tubaire, puisque s'il y a une atteinte tubaire, si le traitement n'est pas entrepris tôt, vous allez avoir une destruction de la trompe et qui sera mauvaise et pour la fécondation-nidation et pour la migration de l'œuf vers la cavité utérine. Donc, il faudra faire la part des choses entre les infections génitales hautes non compliquées qui peuvent être simples, compatibles avec une prise en charge externe, c'est-à-dire en ambulatoire, ou intermédiaire, nécessitant une hospitalisation lorsque le diagnostic n'est pas évident, pour l'incertitude diagnostique, ou qu'il y a une intensité des symptômes pour lesquels la patiente a consulté, la difficulté d'une prise d'un traitement antibiotique par voie orale, ou qu'il y a eu échec par voie orale et donc il faut passer à la voie parentérale, ou un contexte psychosocial particulier. D'accord? Qui dit infection génitale haute compliquée dit hospitalisation d'office, ça va de soi. Ça peut être un pyosalpinx, c'est-à-dire une collection purulente à l'intérieur de la trompe, donc en intraluminal. Ça peut être un abcès tubo-ovarien, une pelvipéritonite et très souvent nécessitant une intervention. En cas de suspicion de péritonite ou d'abcès pelvien, demandez un avis chirurgical et l'attente de l'avis chirurgical ne doit surtout pas retarder la mise en route de l'antibiothérapie par voie parentérale. Le choix de l'antibiothérapie tiendra compte du contexte de l'infection dans les suites d'un accouchement, par exemple, ou d'un avortement, qu'il soit spontané ou peut-être provoqué. Vous savez toujours quels sont les risques des avortements provoqués. Donc, c'est une infection puerpérale ou, en dehors de ce contexte, une infection sexuellement transmissible. Alors, le diagnostic peut être difficile parfois, car les manifestations cliniques sont variées et les symptômes évocateurs que l'on va rechercher à l'interrogatoire. Donc, la première des choses, la patiente va consulter pour des douleurs pelviennes spontanées qui évoluent depuis plus de 4 jours, dans la majorité des cas d'IGH. Une douleur annexielle provoquée ou une douleur à la mobilisation de l'utérus ou du col. C'est-à-dire quand vous faites un toucher vaginal, la mobilisation du col sera sensible, voire douloureuse, ainsi que celle de l'utérus. Ce sont les signes cliniques qui vous permettent de poser le diagnostic positif d'une infection génitale haute. Et si vous avez une masse latéro-utérine, à ce moment-là, on est dans quel cas? Dans le cas d'un abcès tubo-ovarien, ou d'un pyosalpinx. Les signes associés, c'est la recherche d'une fièvre, de leucorrhée. Elle peut consulter également pour des métrorragies et dysurie, qui renforcent le diagnostic clinique. Vous pouvez également avoir un syndrome rectal associé. Cela évoque une IGH compliquée d'un abcès du Douglas, qui est enclavé dans le Douglas et qui va comprimer le rectum. Donc, l'interrogatoire devra préciser les facteurs de risque d'une infection génitale haute, donc toutes les infections sexuellement transmissibles, d'accord? Toute manœuvre endo-utérine, que ce soit un curetage, la pose d'un stérilet, par exemple, ok? Ou dans l'immédiat, dans le
partum, une révision utérine, ou d'un post-abortum après curetage. Le type et les modalités d'apparition de la douleur pelvienne qu'il faudra préciser, donc le contexte, d'accord, le type de douleur, est-ce qu'elles sont intermittentes, est-ce qu'il y a un paroxysme, le début de l'évolution de la symptomatologie, l'association de perte, donc de l'eau-chorée par voie basse, est-ce qu'il y a un saignement utérin anormal, c'est-à-dire des métrorragies, des frissons, des signes urinaires, à type de dysurie, pollakiurie, brûlure mictionnelle, dyspareunie, donc des douleurs lors des rapports, et parfois une douleur de l'hypochondroie ou syndrome rectal. Donc là, c'est quand on arrive à un stade de pelvis péritonite. Quels sont les facteurs de risque des infections sexuellement transmissibles? Donc, c'est toutes les femmes sexuellement actives, très souvent, c'est des femmes jeunes, qui ont moins de 25 ans, qui ont déjà des antécédents d'IST, le nombre de partenaires qui est supérieur ou égal à 2 dans l'année, donc les multipartenaires, le changement d'un partenaire récent ou un partenaire qui est diagnostiqué avec une IST ou le conjoint. Ça va de soi. Concernant les infections des suites d'un avortement ou d'un accouchement, donc le tableau clinique est souvent typique. Dans les 2 à 10 jours qui suivent un accouchement, soit par voie haute, c'est-à-dire césarienne ou par voie basse, ou dans les suites d'un avortement spontané ou provoqué. Donc, fièvre en général élevée, des douleurs abdominopelviennes, des lochies fétides, voire purulentes, un utérus qui est gros, qui est mou, douloureux à l'examen. Il faut toujours, après les suites d'un accouchement, rechercher une rétention placentaire si la délivrance n'a pas été complète, et qui peut être à l'origine justement de cette infection dans les suites d'un accouchement. Dans les formes débutantes, la fièvre peut être modérée ou absente et les douleurs abdominales légères. Donc, il faut toujours situer votre infection dans le contexte. Soit c'est une infection suite à une IST, soit suite à un avortement ou un accouchement ou une manœuvre endo-utérine. Alors, le diagnostic paraclinique d'une IGH est suspecté. Donc, vous allez faire un bilan. Donc, cliniquement, vous avez devant vous une patiente qui présente des douleurs, fièvre, leucorrhée, d'accord, dans un contexte particulier, soit suite à une IST, soit suite à un postpartum ou post-abortum, une manœuvre endo-utérine. Donc, si c'est une IGH compliquée, vous allez voir, automatiquement, c'est une hospitalisation. Mais de toutes les manières, dans tous les cas, on fait un bilan sanguin. Donc, vous allez faire une numération de formule sanguine, voir qu'il y a une hyperleucocytose très souvent, et le dosage de la C-réactine protéine qui est conseillé dans le cas de suspicion d'IGH et qui sera fortement positif, supérieur à 6. L'hyperleucocytose et associée à une protéine C réactive élevée doit faire évoquer une forme compliquée. Bien sûr, si la douleur siège à droite, au niveau du pelvis, de l'hypogastre, le diagnostic différentiel se pose bien évidemment avec l'appendicite aiguë. D'accord? Donc, il faudra éliminer l'appendicite aiguë. Très souvent, on fait appel au chirurgien et ensuite, on retient nos diagnostics d'IGH. Alors, il faut savoir que même en l'absence d'hyperleucocytose ou même si la CRP est normale, on n'élimine pas le diagnostic d'IGH puisque vous avez la clinique qui est parlante. Donc, il va falloir faire d'autres investigations et refaire au bout de 48 heures votre formule, votre CRP qui sera positif. En cas de suspicion clinique d'IGH, alors il est évident qu'il faudra faire des prélèvements à visée bactériologique à l'intérieur du canal endocervical. C'est pour ça que je vous ai mis de l'endocol après mise en place d'un spéculum. Ou en cas d'intervention de collection intrapéritonéale, soit par imagerie interventionnelle. Donc, vous savez très bien qu'on peut faire des ponctions éco-guidées d'un abcès ou au moment de la cœlioscopie. Donc, toute collection, le produit devra être acheminé vers un laboratoire pour un diagnostic microbiologique. Dans la situation où on ne peut pas placer un spéculum parce que la patiente est célibataire, on peut faire des prélèvements vaginaux avec un coton-tige sans placer de spéculum pour un examen cytobactériologique
Et il faudra rechercher les agents responsables d'IST, à savoir Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, gonocoque, Mycoplasme genitalium. L'objectif des prélèvements microbiologiques est de permettre un examen direct, une culture standard avec recherche de Neisseria gonorrhoeae et des germes banaux avec un antibiogramme et les techniques d'amplification des acides nucléiques à la recherche de Neisseria gonorrhoeae, parce que la technique n'est pas aussi facile. Chlamydia trachomatis, d'accord, et Mycoplasme genitalium. Donc, on achemine au niveau du laboratoire. Et l'antibiothérapie sera fonction du résultat et de l'antibiogramme. Petit souci avec mon PC, quand j'appuie pour avancer, il patine. J'aurais dû laisser... Je vais revenir à le mode plein écran. Voilà. OK. Alors, lorsque le diagnostic d'IGH est évoqué cliniquement, les résultats microbiologiques positifs sur les prélèvements de cervicaux supportent ce diagnostic, donc on a confirmation. En revanche, la négativité des résultats microbiologiques n'exclut pas le diagnostic d'IGH, donc il faut tenir compte de la clinique et à ce moment-là, vous verrez le traitement qu'on va donner par la suite. La sérologie chlamydia trachomatis n'a pas d'intérêt pour le diagnostic dans le cas d'une IGH à la phase aiguë, ni pour la surveillance, ni l'évolution de la maladie. Alors, vous me direz, juste après avoir examiné, on a fait notre formule, notre CRP, on a fait les prélèvements endocervicaux. Après la clinique, première exploration à notre disposition, qui est facile et rapide et d'une innocuité, c'est de pratiquer une échographie pelvienne qui ne contribue pas toujours au diagnostic positif d'une IGH. Elle peut être normale, vous ne pouvez rien voir, hein, donc surtout lorsque l'IGH n'est pas compliquée. Elle est peu sensible et peu spécifique. Cependant, dans les IGH compliqués, vous allez avoir une collection d'aspects polymorphes et très souvent se pose un diagnostic différentiel. Donc, vous allez avoir une image latero-utérine, d'accord, qui peut être anéchogène ou hypoéchogène dans le cas d'Ampiosalpinx qui sera ovalaire, c'est la trompe qui est tuméfiée et qui a une collection du pus, d'accord, ou une image d'abcès tubo-ovarien qui est hétérogène, d'accord. Maintenant, si vous avez tout ça à droite, hein, se pose le diagnostic avec un problème appendiculaire. Hein, vous pouvez avoir un plastron appendiculaire. Hein, donc, à ce moment-là, le scanner permettra de trancher par rapport à l'image que vous avez vue, si c'est une image digestive ou gynécologique. Donc, en cas de difficulté diagnostique, la tomodensitométrie abdominopelvienne avec injection de produit est utile au diagnostic différentiel. À ce moment-là, vous savez si j'ai une masse, l'image que vous avez vue d'origine urinaire, digestive ou gynécologique. Donc, elle vous permet de confirmer vos diagnostics. Alors, on ne fait pas de célioscopie systématique hein, dans le seul but de faire le diagnostic d'une IGH. Hein, d'accord? On ne la fait que lorsqu'il y a une IGH compliquée. Donc, elle ne nous sert pas pour faire un diagnostic. Hein. Alors, quel est le traitement de l'IGH? Alors, d'abord, avant de traiter, il est évident qu'il faut hospitaliser cette patiente. Et la patiente dont l'aspect évoque une infection sévère ou compliquée, abcès, péritonite, septicémie, sera hospitalisée d'office. Ou bien en cas d'incertitude diagnostique, on peut l'hospitaliser si vous avez un retard de règles pour une suspicion de grossesse extra-utérine. Parfois, il y a un diagnostic d'incertitude d'appendicite. L'impossibilité de suivre un traitement ambulatoire oral, hein, donc un traitement en ambulatoire, ou que cette patiente a été vue, que c'était une IGH non compliquée, et qu'on revoit au bout de 48 heures après un traitement en ambulatoire, et chez laquelle il n'y a pas d'amélioration. Une seconde. Oui.
Allô, excusez-moi, on a frappé à la porte. Alors, on était où? Donc, je vous ai dit, on hospitalise une patiente chez laquelle le diagnostic d'IGH non complété a été posé, qui a été traité pendant 48 heures et qu'on revoit après, et pour laquelle les signes, il n'y a pas eu d'amélioration de signes cliniques ou biologiques ou dégradation avant les 48 heures, ça va de soi. Les autres patientes peuvent être traitées en ambulatoire dans le cas d'IGH non compliqué. Elles devraient être revues de manière systématique au 3e jour de traitement pour évaluer l'amélioration clinique, atténuation, voire disparition des douleurs, la disparition de la fièvre. Donc, on arrive à avoir la pyrexie. Par contre, s'il est difficile d'organiser un suivi systématique, demandez à ces patients de reconsulter après 48 heures de traitement si leur état ne s'améliore pas ou avant, si leur état se dégrade, il est évident qu'on les hospitalisera. Alors, on va voir le traitement des IGH non compliqués. Tout retard thérapeutique d'une IGH est associé à une augmentation du risque de faire par la suite une grossesse extra-utérine due à une infertilité tubaire, donc à une atteinte tubaire. L'antibiothérapie permet d'obtenir 80 à 90% de guérison. Le traitement antibiotique est indiqué dès lors que le diagnostic clinique d'IGH est probable, après bien sûr réalisation des prélèvements à visée microbiologique. Dans le cas d'IGH simple, le traitement antibiotique en hospitalisation n'offre aucun avantage par rapport au traitement non hospitalier en externe et ne modifie pas le pronostic ultérieur. Ça, c'est un niveau de preuve 1. Donc, le traitement antibiotique en externe est recommandé pour traiter les IGH simples. L'antibiothérapie des IGH prend en compte les bactéries des IST impliquées, les bactéries du microbiote vaginal, dont les anaérobies, et doit s'adapter à l'évolution de l'épidémiologie bactérienne. Donc, en première intention, l'antibiothérapie des IGH non compliquées, simples, traitée en externe, ce sera la ceftriaxone, 1 g, par voie intramusculaire, associée à la doxycycline 200 mg jour et le flagyl 500 mg 2 fois par voie orale pendant 10 jours. Alors, en première intention, dans l'antibiothérapie des IGH non compliquées intermédiaires. Quand je dis intermédiaire, ça veut dire que c'est une patiente qui a nécessité une hospitalisation. Donc, c'est toujours les céphalosporines, ceftriaxone en intraveineux, la varamycine, donc la doxycycline, c'est pour cibler le germe chlamydia, 200 mg jour, Peros, parce qu'on l'a pas en intraveineux. Le flagyl, c'est 500 mg 2 fois en IV. Et ensuite, on prendra le relais par voie orale, aussi bien pour la doxycycline que pour le flagyl, métronidazole par voie orale, aux mêmes posologies, dès que possible, et ce, pendant une durée totale de 10 jours. Ceci concerne les IGH non compliqués. Il est évident qu'aucun des protocoles étudiés n'étant supérieur à un autre en termes d'efficacité, des alternatives sont possibles. Donc, vous allez voir le tableau, notamment en cas d'allergie. Donc, il faudra adapter l'antibiothérapie en fonction de l'antibiogramme et en fonction des antécédents d'allergie de la patiente à un antibiotique qu'elle vous donnera, qu'elle aura cité par exemple. D'accord? Donc, on peut, selon l'Agence européenne du médicament, avoir recours au fluoroquinolone qui doit être réservé en l'absence d'autres possibilités thérapeutiques. Les patients traités en externe doivent être revus dans les 3 à 5 jours après la prise en charge initiale, vérifier l'évolution clinique, la tolérance du traitement, l'observance du traitement, ainsi que les résultats microbiologiques. Donc, la présence de Neisseria gonorrhoeae ou de mycoplasme nécessite de vérifier la cohérence du schéma antibiotique initial, donc adapté en fonction de l'antibiogramme. Et en cas d'évolution clinique défavorable, l'antibiothérapie doit être adaptée aux résultats microbiologiques. La compliance au suivi à 3 jours est améliorée par un rappel individualisé des patientes en utilisant, très souvent, on prend les coordonnées de la patiente et on les appelle au téléphone.
Les mêmes protocoles de traitement sont utilisés chez les patientes infectées par le VIH, donc il n'y a aucune différence. En cas d'IGH non compliqué sur dispositif intra-utérin, le retrait du DU ne s'impose pas de façon systématique, mais il est vrai que devant une patiente qui a une IGH, on enlevait le stérilet et on l'envoyait tel quel pour examen bactériologique. Donc, les avis sont partagés. Le retrait DU est discuté, je vous l'ai dit, dans les formes compliquées ou en cas de mauvaise évolution dans les 3 à 5 jours. Dans ce cas-là, le retrait de DU s'impose suivant le début de l'antibiothérapie. En cas d'IGH associé à une IST, le dépistage des autres IST est de mise. Faire une sérologie HIV, hépatite B, syphilis, qui est recommandée chez la patiente et chez ou ses partenaires ou son conjoint. Il est évident que quand on traite une IST, il faut traiter le partenaire ou le conjoint avec une antibiothérapie adaptée à l'IST. D'accord? Voilà le tableau pour les IGH non compliqués. Donc, vous voyez l'antibiothérapie, première intention et alternative, et dans le cas où il y a une hospitalisation. Voilà, vous voyez qu'on on a la doxycycline avec la céfoxytine, le relais à part la Vibra et le Flagyl. Et parfois, on peut passer à la clindamycine. Donc, tout dépend des germes en cause que vous avez eu au niveau de l'antibiogramme. Alors, on a vu le traitement des IGH non compliqués. On va voir quel est le traitement des IGH compliqués. Elle se compose bien évidemment des pelviperitonites, d'un piosalpinx, c'est-à-dire collection de pus à l'intérieur de la trompe, en intraluminal, dans la lumière tubaire, ou d'un abcès tubo-ovarien, quelle que soit leur taille, avec ou sans signe de gravité. Vous avez un risque de rupture d'abcès, de péritonite généralisée, voire de choc septique, c'est-à-dire de septicémie. En l'absence de signe de gravité, le taux d'échec des traitements des abcès tubo-ovariens de plus de 3-4 cm est augmenté. Ça veut dire que le fait de donner une antibiothérapie ne va pas vous permettre d'avoir une évolution favorable. Si cet abcès dépasse les 3-4 cm, il faut qu'il soit drainé. Sinon, vous allez avoir des complications graves qui peuvent apparaître. Donc, les abcès tubo-ovariens de plus de 3-4 cm doivent être drainés, soit par ponction éco-guidée, donc là, c'est l'imagerie interventionnelle, éco-guidée, soit par célioscopie. Donc, il est recommandé de ne pas retarder l'instauration de l'antibiothérapie. On ne peut pas ponctionner ou faire un geste de drainage sans couverture antibiotique au préalable. Et ensuite, le drainage suit, dès lors que le diagnostic est posé. Le drainage, je vous l'ai dit, peut se faire également par voie transvaginale, comme si on ponctionne au niveau du Douglas. Il est à préférer au drainage célioscopique, puisque pour faire une cellule, il vous faut une anesthésie générale. Et en plus, vous allez faire une célioscopie et aller faire le bilan lésionnel, voir si c'est un piosalpinx ou un abcès tubo-ovarien, et à ce moment-là, drainer cet abcès. Et on peut faire tout ça par voie vaginale, car la ponction a une très bonne faisabilité, peut se faire d'emblée sous simple sédation et peut être répétée si nécessaire. Et on n'a pas besoin de laisser un drain en place. Voilà le tableau du protocole d'antibiotiques pour les IGH compliqués. En première intention, ceftriaxone, métronidazole, doxycycline. D'accord? Et le relais par voie orale par la suite. Et là, les alternatives quand vous avez des problèmes d'allergie ou en fonction de votre antibiogramme. Voilà. Alors, le cas de l'endométrite du postpartum, comment la traiter? Les signes d'appel de l'endométrite du postpartum, elle va consulter pour des douleurs abdominopelviennes associées à une fièvre qui dépasse les 38 degrés Celsius, très souvent presque un 39, avec des lochies fétides. Le diagnostic est confirmé par l'examen clinique. Il retrouve une douleur à la mobilisation de l'utérus, d'accord, et fièvre. En cas de non-réponse après 72 heures d'antibiothérapie adaptée, une imagerie doit être pratiquée
à la recherche d'une complication. Les cliniciens doivent être avertis des difficultés d'interprétation en échographie qui ne sont pas toujours concluantes. On peut avoir une échographie pelvienne tout à fait normale, hein, même en cas d'endométrite. Vous allez avoir une ligne de vacuité, il n'y a pas de collection, il n'y a pas de rétention placentaire. Maintenant, si vous avez une rétention placentaire, il va falloir évacuer. On mettrait souvent une perfusion de Sainto. On ne peut pas cureter dans le cas d'une endométrite, c'est une infection. Donc, il faut d'abord refroidir et mettre une perfusion de Sainto, sauf si c'est dans l'issue d'un postpartum immédiat et que le col est encore ouvert. On peut faire un curage, mais pas un curetage. Hein, c'est formellement contre-indiqué. Et l'antibiothérapie des endométrites du postpartum prend compte des données d'efficacité d'épidémie actuelle des résistances bactériennes en tenant compte des bactéries anaérobies, du streptocoque, ainsi que la tolérance. Donc, en première intention, l'antibiothérapie des endométrites du postpartum, c'est l'augmentin. Donc, c'est l'association d'amoxicilline et l'acide clavulanique. On peut aller de 3 à 6 grammes jour selon le poids, en intraveineux ou en péros, mais très souvent, si la patiente est hospitalisée, c'est par voie parentérale. Le traitement est poursuivi jusqu'à 48 heures d'apyrexie, disparition des douleurs, donc une amélioration clinique et biologique. Et ensuite, on passe le relais à la voie orale. D'accord? Si allergie aux pénicillines, on peut donner de la clindamycine, 600 mg 4 fois, et de la gentamicine, 5 mg kg, une fois par voie intraveineuse, pour traiter les endométriques du postpartum. Cette association n'est pas conseillée en cas d'allaitement, donc il ne faudra pas que la patiente allaite si elle est sous clindamycine. D'accord? Voilà. Alors, si l'échographie n'est pas concluante et qu'il y a un doute diagnostique, on peut être amené à pratiquer une tomodensitométrie ou voir une IRM avec injection de produits de contraste devant une fièvre persistante malgré l'antibiothérapie appropriée prescrite en fonction des résultats bactériologiques et de l'antibiogramme. Dans le cas d'une endométrite du postpartum, à la recherche par exemple d'une thrombophlébite pelvienne ou d'un abcès profond. En cas de thrombophlébite pelvienne associée à une endométrite du postpartum, le traitement doit associer une antibiothérapie adaptée et une héparinothérapie à posologie hypocoagulante. Et cette durée d'anticoagulation hypocoagulante doit aller jusqu'à 6 semaines pour protéger votre patiente. Alors, comment peut-on prévenir tout ça? Alors, l'antibioprophylaxie, prévention. L'antibioprophylaxie systématiquement recommandée lors des césariennes. Vous savez que normalement, 30 minutes avant l'incision, il y a une antibiothérapie et très souvent, on administre en intraveineux 2 grammes de céphalosporine ou céfuroxine, 1,5 gramme. La dose de céphalosporine doit être doublée si le poids est supérieur à 100 kg, avec un indice de masse corporelle supérieur à 35 kg par mètre carré avant la grossesse. En cas d'anaphylaxie au bêta-lactamine, alternative à la clindamycine, à la posologie de 900 mg en perfusion IV lente pendant 1 heure, avec surveillance continue du rythme cardiaque maternel. Alors, vous me direz, si on fait des gestes, on parle d'antibioprophylaxie, ça c'est juste avant la césarienne. Et normalement, quand on dit antibioprophylaxie, on ne prend pas le relais en post-op. Mais malheureusement, vu nos conditions d'asepsie, vous pensez très bien qu'on met nos patientes sous antibiotiques pendant 10 jours. Jusqu'à la sortie, on passe à la voie orale au bout de 48 heures. 3e jour, elle sort avec son traitement oral. Alors, vous me direz, est-ce qu'on met sous antibiotiques si on fait une manœuvre endo-utérine dans le sens où on a une exploration comme une hystérosalpingographie? Donc, c'est pour l'opacification de la cavité utérine et des trompes en cas d'infertilité du couple. Une antibiothérapie systématique n'est pas recommandée. Mais il faudrait savoir qu'on ne peut pas demander une hystéro qui doit se faire à la première partie du cycle, très souvent au 8e jour, donc avant l'ovulation, qu'après avoir fait des prélèvements vaginaux. Parce qu'il faudrait que vous soyez sûr qu'il n'y a pas d'infection génitale basse avant d'effectuer une hystérosalpingographie. D'accord? Donc, il faudra faire un prélèvement, recherche de chlamydia, de Neisseria gonorrhoeae, les germes banaux, d'accord, avant de demander une hystérosalpingo.
L'antibioprophylaxie n'est pas recommandée également pour faire une hystéroscopie, diagnostic ou opératoire, car le risque d'IGH est faible et qu'il n'existe aucune preuve de l'efficacité de celle-ci. Encore une fois, l'examen sous spéculum est impératif et si le corps il y a, on fait un prélèvement avant de faire ces explorations. Le risque d'IGH après insertion d'un DU est inférieur à 1%. Normalement, si on respecte les règles d'asepsie et qu'il n'y a pas d'infection génitale basse, on n'a pas besoin de mettre une femme sous antibiotiques après la pose de DU. Donc, très souvent, on la met sous ovule à large spectre juste après la pose du stérilet. Par contre, chez les femmes à risque d'IST, avant ou au moment de la pose d'un DU, d'un stérilet, un dispositif intra-utérin, un dépistage des agents d'IST doit être proposé. Donc, il faut faire un prélèvement vaginal de leucorrhée avant la pose d'un DU dans l'attente des résultats de ce dépistage. Alors, la réalisation d'une délivrance artificielle et ou d'une révision utérine augmente le risque d'infection pelvienne, mais il n'existe aucun argument pour recommander une antibioprophylaxie lors de ces gestes qui doivent être effectués dans des conditions d'asepsie chirurgicale. Donc, tout dépend de votre asepsie rigoureuse. Si ce n'est pas le cas, vous avez intérêt à mettre votre patient sous antibiothérapie. Si vous avez la garantie à 100% que votre asepsie est rigoureuse et que vous travaillez dans des conditions d'asepsie parfaites. Alors, en cas d'interruption volontaire de grossesse qui ne se fait pas chez nous, en fait, c'est l'interruption thérapeutique de grossesse. Bon, ça se fait outre-mer. Le dépistage des infections à chlamydia ou de Neisseria est recommandé avant de pratiquer ce geste par voie basse. L'antibiothérapie ciblée sur les bactéries dépistées recommandée doit être également proposée aux partenaires. Il n'y a pas d'indication, encore une fois, d'antiprophylaxie dans les IVG médicamenteuses, c'est-à-dire IVG ou thérapeutiques. Alors, vous me direz, une femme qui a fait une IGH, est-ce qu'il faut la mettre sous contraception? Donc, le bénéfice de la contraception orale sur la gravité de l'infection, les douleurs chroniques, le risque d'infertilité est incertain. Donc, la prescription d'une contraception orale au décours d'une IGH ne peut être recommandée que dans le seul but de réduire ses risques. Il est évident qu'une femme qui a fait une IGH ne va pas concevoir dans le mois ou dans les 3 mois immédiats une IGH. Donc, on leur conseille quand même d'éviter de concevoir dans les 3 mois qui suivent une IGH, sauf si c'est minimum. Et ensuite, si vraiment il y a un contexte, il y a un désir de grossesse, à ce moment-là, soit c'est des mesures barrières, une contraception barrière, des préservatifs, ou une contraception hormonale. Alors, après un épisode d'IGH traité, la pose d'un DU n'est pas contre-indiquée chez les femmes, alors qu'il y a quelques années, c'était une contre-indication absolue. Donc, ce n'est pas une contre-indication chez une femme que vous revoyez après, chez laquelle il n'y a pas d'infection. En cas d'antécédent d'IGH, il faudra toujours faire un examen microbiologique, chlamydia, Neisseria, mycoplasme, recommandé avant la pose du stérilet. Alors, les femmes qui souhaitent concevoir après une IGH doivent être averties du risque de GU et des signes cliniques qui doivent faire consulter. Donc, toute douleur, métrorragie, il faut leur dire dès qu'il y a un retard, bêta-CG s'impose et qu'elles viennent consulter pour vérifier que la grossesse est intra-utérine si elle a été traitée pour l'IGH. Donc, une association épidémiologique existante entre les antécédents d'IGH et les carcinomes séreux de l'ovaire. Ce risque relatif est modeste, il est de 1,2 à 1,5 et le lien de causalité entre IGH et cancer de l'ovaire n'a pas été démontré. Donc, si une patiente vous dit, voilà, elle a été traitée pour un abcès tubo-ovarien, est-ce que plusieurs années après, elle risque de faire un cancer de l'ovaire? Ce n'est pas démontré. D'accord? Donc, il n'y a pas d'argument pour proposer une stratégie de dépistage ou de surveillance spécifique des annexes, donc particulièrement de l'ovaire, chez les patientes ayant été traitées pour une IGH. Alors, conseil après IGH, les IGH récidivent chez 15 à 21% des femmes. Elles sont liées à un taux important de réinfection et augmentent le risque d'infertilité de douleurs pelviennes chroniques. Donc, très souvent, ces femmes peuvent consulter pour des algies pelviennes chroniques. Le suivi des femmes atteintes d'IST a montré une diminution du taux de réinfection. C'est pour ça qu'il faut les revoir, faire des prélèvements. Et s'il y a une IST, donc une infection génitale basse, il faut la traiter.
Donc, le suivi après IGH est associé à une IST qui est recommandée. Donc, il faut les traiter. Donc, l'examen microbiologique est impératif sur prélèvement vaginal 3 à 6 mois après le traitement d'une IGH associé aux IST recommandé pour éliminer une infection persistante ou une réinfection. Il n'y a pas d'argument pour réaliser systématiquement des examens bactérieux de contrôle lors d'une IGH qui n'est pas liée à une IST. D'accord? L'utilisation des préservatifs est recommandée dans les suites d'une IGH associée à une IST afin de réduire le risque de récidive, de séquelles, tant que persistent les facteurs de risque d'IST. En l'absence de symptômes après une IGH traitée, il n'est pas recommandé de réaliser systématiquement une échographie pelvienne ou une hystéro ou une célioscopie. On ne le fait pas pour vérifier l'état des lieux. Donc, la clinique et la biologie suffisent. Donc, en conclusion, les infections génitales hautes non compliquées. La règle est une bioantibiothérapie orale ou intraveineuse. L'association d'augmentine, donc d'amoxicilline et acéclamulanique, longtemps prescrite en France, ainsi que les fluoroquinolones, ne sont plus recommandées d'emblée du fait de l'augmentation des résistances, malheureusement, des entérobactéries vis-à-vis du germe en cause, du gonocoque vis-à-vis des secondes. Le traitement doit associer donc une céphalosporine de deuxième génération, mais surtout de troisième génération, c'est le ceftriaxone qu'on utilise, ou céfotaxime, avec éventuellement une cycline, donc la doxycycline, et un imidazolé, donc le métronidazole. Donc, l'adjonction d'un aminoside au traitement précédent peut être discutée à la phase initiale du traitement, et ce, dans le cas des infections graves. Si allergie aux céphalosporines, on a recours à la clindamycine. D'accord? Le recours au fluoroquinolone doit être réservé à l'impossibilité d'utiliser un autre antibiotique et la durée de traitement dans les cas graves ne peut pas dépasser les 3 semaines. Donc, ça va de 10, 15 à 3 semaines maximum. Dans les IGH hautes compliquées, la célioscopie a un intérêt à la fois diagnostic, thérapeutique, lavage, mise à plat. C'est quand vous avez un abcès qu'il faut aller drainer et elle vous permet d'avoir un état des lieux. Elle est discutée dans les formes compliquées d'emblée, dans le doux diagnostic ou d'échec au traitement ou d'insuffisance du traitement antibiotique ambulatoire de première intention pour une femme nulligeste. Donc, le traitement chirurgical est nécessaire en cas de pyosalpinx, d'abcès du Douglas ou de péritonite. Il sera réalisé après l'initiation d'une antibiothérapie. Donc, très souvent, mais la patiente, il faut refroidir au moins pendant 48-72 heures. Le problème du portage asymptomatique de chlamydia trachomatis, le traitement repose sur l'azithromycine 1 gramme en une prise unique. Les résistances acquises sont exceptionnelles et l'alternative à la doxycycline, à savoir 2 comprimés jour à 100 mg, c'est-à-dire 200 mg pendant 7 jours. Un contrôle guérison par PCR sur prélèvement vaginal est recommandé au moins 1 mois plus tard. Voilà, là, je vous ai mis un petit tableau, un petit algorithme qui vous montre les infections génitales chez la femme. Si vous avez l'examen clinique, soit une infection génitale basse, ça peut être une mycose ou des germes banaux, et sur prélèvement, vous allez traiter, ok, trichomonas, vaginose, gonocoque, syphilis. Et là, c'est quand il y a complications et on passe à une infection génitale haute et qui va se manifester par des douleurs pelviennes, fièvre, le corée. IGH non compliqué, vous allez avoir des symptômes mineurs, d'accord? Prise en charge en ambulatoire, vous avez l'antibiothérapie après le bilan sanguin et les prélèvements vaginaux. Dans les cas d'IGH compliqués, c'est bien sûr l'hospitalisation, suspicion d'un abcès, de pelvipéritonite, des signes généraux marqués, nulligeste, impossibilité de suivi en ambulatoire, donc hospitalisation, prélèvement et traitement adapté. Voilà, réévaluation en 3-5 jours, puis bilan, d'accord, sous couverture antibiotique. Et normalement, la patiente est portée sortante lorsque vous avez une évolution favorable. Sinon, l'exploration TDM-URM, échographie qui vous permet parfois de faire la ponction d'un abcès tubo-ovarien ou percélioscopique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. Oui, docteur. Oui. J'ai une question. S'il vous plaît, dans le cas
de persistance de leucorrhée malgré un traitement adapté. Après, on aura des prélèvements négatifs, endovaginaux. On doit suspecter l'IGH. Alors, attendez. Le problème, ce n'est pas suspecter l'UGAS. Ça dépend du motif de consultation. Si la patiente consulte pour des leucorrhées, vous allez Oui. voir l'aspect. Déjà, on est dans l'infection génitale basse pour l'instant. Si elle n'a pas de fièvre, si elle n'a pas de douleur, c'est juste des leucorrhées. Donc, nous sommes dans l'infection génitale basse, c'est-à-dire une IST. On peut traiter de première intention en fonction de l'aspect de la leucorrhée. Si vous avez, par exemple, des leucorrhées caillebottées, comme du lait caillé, vous pensez à Candida albicans. On peut traiter de première intention. On met sous ovule, par exemple, du gynoderme fixe, et on peut mettre également sous flucan, hein, donc un antimycosique. Et très souvent, on donne une dose, un comprimé à 150 mg et qu'on renouvelle, c'est une fois par semaine, 3 fois de suite, 3 semaines de suite, comme les ovules. D'accord? Donc, antimycosique. Si ça ne donne pas, pourquoi on donne 3 fois de suite? C'est pour éviter les récidives. Maintenant, si après votre traitement local, et peut-être même par voie orale, d'antibiotiques antimycosiques, vous êtes obligé de faire un prélèvement, hein, parce qu'il peut y avoir une surinfection même sur une mycose, hein, pour peu que la femme soit un terrain immunodéprimé, la grossesse, corticothérapie, stress. À ce moment-là, vous êtes obligé de faire un examen sous spéculant, faire un prélèvement, tout en précisant au laboratoire que vous demandez un examen cytobactériologique, donc les germes banaux, les parasites, recherche de chlamydia et de mycoplasme. Une fois que vous mettez sous ovule à large spectre pour l'instant, comme du polyginax, hein, vous avez pour les germes banaux, pour les champignons, d'accord? Et à ce moment-là, dès que vous avez vos résultats, vous mettez sous antibiothérapie par voie orale. Maintenant, si le traitement par voie basse, il n'y a pas d'amélioration et que vous commencez à avoir une sensibilité des douleurs, à la mobilisation de l'utérus, de la fièvre, à ce moment-là, vous êtes obligé de demander une formule pour vérifier le taux des globules blancs, une CRP. Et si vous avez le moindre doute par rapport à l'endométrite, hein, vous êtes obligé de passer par la voie orale en fonction, bien sûr, des résultats du prélèvement vaginal. D'accord? Oui, Alors, mais on en docteur, fait… si c'est Oui, dans le cas de prélèvement négatif, mais persistance de leucorrhée, il y a un autre examen pour explorer. c'est-à-dire que prélèvement vaginal est négatif. On traite. Négatif, oui, deux Si prélèvements. l'examen clinique est en faveur d'une IGH, on est dans l'IGH, on n'est pas dans l'infection génitale Mais on basse. peut avoir une IGH asymptomatique. Non, parce que la patiente a été mise sous antibiotiques, des fois c'est décapité. Très souvent, à 90%, on a une positivité. Maintenant, si c'est négatif, on est obligé de mettre sous antibiotiques à large spectre. Et très souvent, on met les patientes sous claforan, sous flagile et sous Genta. Genta 5 jours, flagile 10 jours et claforan 10 jours. Et on suit l'évolution de la patiente sur le plan douleur, sur le plan leucorrhée et on associe des ovules. Donc, on Oui, peut mais avoir… est-ce que, Oui, pardon, mais est-ce qu'il y a un autre examen pour explorer, genre autre que le prélèvement, TDM ou bien… vous faites d'abord une échographie. Si l'échographie est normale et qu'il n'y a rien, et que sur le plan clinique, il n'y a pas de signes de douleur ou de fièvre, non, on n'a pas besoin d'aller faire une TDM ou une IRM. Votre traitement suffit et c'est l'évolution clinique et biologique, aussi bien de la formule, des blancs et de la CRP. Donc, on va suivre l'évolution pendant le traitement, les 10 jours de traitement, parfois 15 jours de traitement, hein, s'il le faut, et on va voir qu'il y a une amélioration. Dans le cas contraire, on est obligé de faire des explorations pour aller chercher, voir s'il n'y a pas un abcès tubo-ovarien. D'accord, Allô? merci. Est-ce Oui, que ça répond à votre question? oui, merci. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, docteur. Allô?
Oui, Hein. Donc, les explorations que l'on fait, on ne va pas faire une cellule. Donc, c'est un scanner ou une IRM. Voilà. Mais le premier examen à faire, c'est l'échographie. Hein. D'accord? Et très souvent, si c'est une endométrite, vous n'aurez rien. Donc, on traite et on voit sur le plan clinique et biologique. Sauf s'il y a un doute diagnostique, bien sûr. À ce moment-là, on passe à une TDM. Vous avez d'autres questions? oui, merci. Vous Docteur, m'entendez? oui, Oh, ça se coupe un peu, Allô? mais c'est bon, c'est réglé. oui, on vous entend. Allô? Oui, Est-ce que vous m'entendez? oui, on vous entend. Alors, je voulais... oui, je vous écoute. J'ai une Oui, question, docteur. oui. Le traitement Alors, est-ce que antibiotique vous avez d'une des questions à IGH? poser? Alors, Oui, pour ceux qui docteur. qu'on est sur le même tableau, voilà. Alors, il faudra penser... Et très souvent, bon... Oui, allez-y. Oui. Pour le traitement antibiotique d'une IGH, le traitement antibiotique est identique pour les IGH compliqués, non compliqués, où il y a une différence de dose. Non, non, c'est le même traitement, sauf que dans les IGH compliqués, très souvent, on passe au drainage. Donc, si vous dites IGH compliqué, c'est que j'ai un abcès tubo-ovarien, d'accord? Ou un Mhm. pyosalpinx. Et là, je suis obligée d'aller faire des explorations, soit une TDM, soit une ponction éco-guidée pour drainer l'abcès ou une cellule. Hein. Donc, si l'IGH est compliqué, très souvent, on est interventionniste. Voilà. On ne peut pas, parce que supérieur à 3-4 cm un abcès, vous avez beau bombarder d'antibiotiques, vous ne pourrez jamais traiter l'abcès. C'est comme en chirurgie, hein, il faut drainer l'abcès si vous voulez avoir une évolution favorable. D'accord, merci. Pas d'autres Docteur, questions? Oui. l'antibiothérapie, elle est probabiliste. Quand on a un prélèvement négatif, oui, on est obligé. On n'a pas le choix. Donc, on met sous céphalosporine, sous Flagyl et Genta. Oui, c'est ce qu'on fait. Et on peut être amené parfois à associer d'oxycycline quand on pense à à chlamydia. On peut associer de la doxycycline. Mais on Et pourra pour avoir des pour résistances Neisseria, dans et ce cas. mycoplasme. Oui, mais bon, c'est vrai qu'on vous dit ça ne change rien de faire une sérologie à chlamydia, mais bon, très souvent, on commence d'abord par des céphalosporines en première intention, hein, céphalosporines d'emblée, hein, déjà dès qu'on l'admet, parce que vous pensez bien que le résultat, vous ne l'aurez pas tout de suite. Quand vous faites un prélèvement vaginal,